Simon s'est demandé cette explosion de l'offre d'information qui dévalue l'information, puisqu'elle est maintenant gratuite, elle est maintenant surabondante, on passe plus de temps à essayer de l'éviter qu'à essayer de l'acquérir, alors qu'au début du siècle, l'information était précieuse. On se mettait à 3 familles ou 5 familles pour s'abonner à un journal qui passait de main en main. Maintenant, quand on vous le donne dans des kiosques gratuitement dehors, vous ne le prenez même pas. On est tous pareils. Donc il s'est demandé, ça coûte quoi, cette gratuité-là? Il en est arrivé en 1973, donc bien avant Internet, à une conclusion qui nous intéresse beaucoup quand il s'agit de réfléchir aux problématiques de la diffusion des connaissances scientifiques. Avant de vous présenter ça, je voudrais vous montrer le facteur le plus représentatif de l'évolution actuelle de la communication, qui est l'effondrement dans la plupart des pays occidentaux de la presse d'information générale et l'explosion, la fragmentation, comme dans les sciences, du nombre de titres spécialisés dans des loisirs de plus en plus restreints, de plus en plus fins, de plus en plus spécifiques. Par exemple, on a eu l'automoto, puis on a eu juste les titres sur la moto, puis on a eu juste les titres sur la moto tout-terrain, et puis on peut imaginer se séparer entre le motocross et le trial. Plus la production de connaissances s'accroît, plus la fragmentation de ce que chacun peut capter s'accroît également. Et donc, on finit par ne plus s'intéresser qu'à ce qui nous intéresse. On finit par spécialiser nos domaines d'intérêt, comme on peut spécialiser nos domaines de travail. Donc, disais-je, Herbert Simon s'était posé cette question. Qu'est-ce que ça coûte? Il en était arrivé à l'idée que la ressource rare, c'était l'attention. Qu'effectivement, plus on était confronté à une masse pléthorique d'offres d'informations, de sollicitations, plus qu'il devenait difficile de gérer, ce qui devenait précieux, c'était l'attention des gens. Ce qui est assez logique si on considère que la prise d'information est un jeu à somme nulle. Si vous regardez un film culturel, c'est à la place d'un autre film ou c'est à la place d'un livre. Et si vous lisez un livre, c'est à la place d'une autre activité. Mais pour que quelque chose gagne votre attention, il faut que quelque chose d'autre perde. Et toutes les notions, y compris les notions scientifiques, sont en concurrence pour l'attention du public. C'est un jeu à somme nulle. On ne peut pas tellement gagner. Si vous voulez gagner, si l'on veut gagner de l'audience, par exemple pour les sciences, alors il faut la prendre quelque part, donc la prendre à quelqu'un. Alors une fois qu'on a posé ce contexte général, on peut poser un autre constat ou une autre interrogation, qui est de se dire, c'est curieux quand même, d'abord, les sources qui paraissent les plus légitimes du point de vue des scientifiques, des sciences de la nature, sciences expérimentales, sont toujours les plus proches du champ initial des savoirs. Ce sont les conférences, ce sont les musées. Et plus on s'éloigne de ce champ légitime de la production des savoirs, là vous allez avoir par exemple le journalisme scientifique, là vous allez avoir le journalisme général, mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite vous avez le cinéma, ensuite vous avez la publicité. Plus on s'éloigne de ce champ, plus le public touché est large. Et corrélativement, plus on s'éloigne de ce champ, plus les messages peuvent sembler critiquables, distordus, d'une façon ou d'une autre dévalués. Est-ce qu'il y a un rapport physique? Est-ce qu'il y aurait un rapport nécessaire? Une sorte d'équation qui serait plus je veux toucher de monde, plus je suis obligé de dégrader l'information. C'est à ce thème qu'on va essayer de se consacrer. Si c'est le cas, évidemment, alors les critiques portées à la vulgarisation des sciences doivent être relativisées, si après tout c'est la règle du jeu. On va prendre 2 exemples, 2 notions qui semblent extraordinairement simples puisqu'elles sont toutes les 2 universellement condamnées. À votre avis, quelles sont les 2 choses qui sont les plus fréquemment reprochées au journalisme scientifique, ou au journalisme en général, mais au journalisme scientifique en particulier? Oui, mais souvent, c'est pas pour sa recherche qu'on connaît le journaliste, c'est pour les recherches des autres. Puisque comme on l'a vu dans les statistiques, dans l'étude de Mainz, etc., quand c'est les journalistes qui viennent vous interviewer, vous, chercheurs, vous trouvez que somme toute, ça s'est pas mal passé. Souvent, en tout cas. Ces 2 choses, qui sont le sensationnalisme, alimenté
par la cupidité, par le désir de vendre des journaux d'une part, et l'approximation d'autre part. Sensationnaliste et approximatif. Tel serait donc, de façon générale, évidemment je présente ça de la façon la plus provocante possible, il faudrait nuancer tout le temps, mais si on nuance tout le temps, ça nous prendra 3 jours. Donc je traite ça d'une façon un peu journalistique, sensationnaliste et approximative. D'accord, donc voilà le mal, on connaît les causes, on connaît en tout cas au moins 2 des grandes causes. D'accord, mais examinons-les ces causes pour voir si elles sont si simples que ça. D'abord le sensationnalisme. Je vous propose de partir d'un exemple ou de 2 exemples parallèles qui ne sont ni l'un ni l'autre du journalisme, comme ça on est dans un terrain neutre, mais qui méritent que l'on s'y attarde. Vous connaissez, je pense, ces 2 discours à propos de science d'une façon ou d'une autre. Si je les mets l'un à côté d'autres, c'est que les 2 ont été d'immenses succès. Comme vous le savez, Une brève histoire du temps de Stephen Hawking a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, lu par encore beaucoup plus de gens, et a été sans doute l'un des plus grands succès de livres de vulgarisation de la deuxième moitié du XXe siècle. L'autre, vous le connaissez pas mal également, c'est Jurassic Park de Stephen Hawking, j'oublie toujours Stephen et Steven, enfin bref, vous voyez de qui je parle, Spielberg, qui a été un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Imaginons que j'aille me balader dans un campus, dans mon campus, sur ce campus, du côté de la faculté des sciences, et que les scientifiques que je rencontre, je leur montre les 2, je leur dis, à votre avis, est-ce qu'il y en a un qui est à recommander et un qui est plutôt pas à recommander? Je n'ai pas fait le test, hein. On peut faire de l'armchair psychology. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire